maintenant, on ne peut plus reculer parce que c'est, oui, le combat contre l'antiracisme. Bah, tu veux Je suis désolé, je vais vous dire ce que je ressens. Si Aya Nakamura choque Eric Nolot, c'est parce qu'elle est noire. C'est lamentable de dire ça. C'est le... On a le droit à un abandon pour cause médicale par saison, par candidat. Donc ça, elle l'a respecté. Mais ce que la production ne dit pas, c'est qu'il y avait de fortes chances qu'Inès Reg se retrouve en face à face avec Natacha Saint-Pierre et que Natacha Saint-Pierre est très très haute dans les votes du public. Elle a eu 52% vendredi dernier, donc ils ont clairement peur que Natacha Saint-Pierre, que Inès Reg quitte l'aventure. Les mecs, c'est... Donc pour l'histoire du malaise, ils ont parlé d'un gros malaise. Il y a deux versions. Version officielle, elle aurait fait une crise d'angoisse. Crise d'angoisse en coulisses. Autre version qui circule, c'est qu'elle se serait sentie faible à cause du ramadan et que très vite, ça allait beaucoup mieux. Et la preuve, c'est qu'on l'a vue en plateau à la fin de l'émission. Elle n'est pas allée à l'hôpital du tout pendant son malaise. Donc ce qui se dit dans la production, c'est qu'ils ont exagéré le malaise. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. En vrai, je vais vous dire comment ça se passe. Et je le dis aux téléspectateurs. Au pire des cas, tu décales Inès Reg, tu la fais danser un peu plus tard. Tu dis quand il ira mieux, elle dansera. On va changer un peu l'ordre ce soir, les mecs. Donc là, c'est cousu de fil blanc. Excusez-moi de vous dire ça. Non, mais bien sûr. Non, mais ils vont nous prendre pour des cons. T'as des infos? Oui, alors il y a deux choses. Attends, mais t'en auras après. Il y a déjà un premier enquêteur. C'est une question comme ça. Je t'étais pas un lancement. Je te demandais comme ça. T'as des infos? Tu me dis oui. Voilà, on l'a refait. T'as des infos? Oui. Merci. Non, ils ont exagéré le malaise. Et cette séquence surréaliste qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle du médecin, un certain Gilles, qui n'est même pas au générique de l'émission, c'est-à-dire qu'il sort de nulle part. Non, mais, frère, à mon avis, ils ont pris un mec dans la rue, tu fais quoi? Voilà, mais c'est ça. Tu m'as ramène-le. Tu me mets cette veste et t'es médecin. Mais les mecs, je suis cheminot. T'es médecin maintenant. Tu nous fais chier. Donc quand tu prends cette oseille et ferme ta gueule. Tu rentres en plateau. Donc quand ils font ça, tout le monde sait qu'on va crier au complot parce que la seule émission où ils font parler les médecins, c'est Koh-Lanta parce que c'est enregistré, etc. Mais jamais dans un divertissement on a vu un médecin sortir de nulle part qui est même pas au générique. Donc ça c'est l'excuse officielle, c'est que il y a eu ce malaise. La vérité c'est que ils avaient peur que Inès Reg quitte l'aventure et on se demandait si Inès Reg, si c'était vraiment grave, est-ce qu'elle serait de retour à l'entraînement? Elle est bien de retour à l'entraînement depuis aujourd'hui. Dans la presse, on dit qu'on ne sait pas, etc. Elle a été à l'entraînement aujourd'hui. Donc, c'est pas si grave que ça. Donc, a priori, la vérité, c'est qu'ils auraient quand même voulu éviter. Moi, je vais vous dire la vérité. Non, mais... Une petite fringale pendant bien le sûr. ramadan, on comprend. Mais, non, mais comme par hasard. Mais le ramadan, il est fini à l'heure de danser avec les stars. Ah oui, les mecs bidons. Non, mais c'est les excuses qui sont mises en avant. À 21h. mais 21h, frère. Mais le règlement, il est à géométrie variable parce que James Denton, il a été absent les 3 premières, il est resté. Oui, mais il y avait qu'une éliminatoire sur les deux. Tu dansais pas sur un des deux. Bah oui, mais c'est ça. Avec un éliminatoire, non, il a raison. Avec un éliminatoire sur les deux. Merci, Gilles. Enfin, t'as des infos? Oui, le problème. oui, c'est tout. C'est juste pour savoir. D'autres infos? Oui, il y a un gros malaise donc, autour de cette affaire. Déjà, l'histoire du médecin, c'est pas clair. Ils veulent à tout prix éviter la confrontation Inès Reg, Natacha Saint-Pierre réglée par le public. Et preuve encore une fois qu'il y a un gros malaise. Souvenez-vous, il y avait des stories de Natacha Saint-Pierre qui avaient été supprimées par la production où elle tournait l'affaire en dérision. Là, le seul qui s'est exprimé, parce que c'est silence radio du côté de Inès Reg, elle parle pas du tout, c'est Christophe Licata qui a mis un commentaire sur Instagram. Oui, Calicata. C'est lui. Oui. C'est lui. Si, Calicata? Oui, c'est lui. Oui. Voilà, qui a répondu Ah oui, quand même. sur Instagram à un post qui remettait en question le malaise d'Inès Reg, qui disait que c'était faux. Il a dit comment on peut-on peut réussir à répondre autant de méchanceté? Ça a été supprimé. Non, parce qu'ils sont mal à l'aise. Ah ouais. Voilà. Oh, le pauvre Christophe, il est gentil lui en plus. Oui, il est très gentil. Et c'est le seul soutien. C'est le plus gentil du monde. C'est le seul soutien d'Inès Reg du côté de la production, des danseurs, etc. C'est vrai? Ah ouais. Parce qu'il danse avec elle aussi. Il a jamais gagné. Tu vas marmonner toute l'émission? Il dit il a jamais gagné, mais on s'en fout. On s'en fout. Oui. J'ai des infos. Non, j'ai pas d'infos. Non, il y a deux choses. Il est drôle. D'abord, il y a déjà eu des. Le Michou de la Nupes, regardez-le. Allez, vas-y, il y a déjà eu des incidents comme ça. Un Michou de la Nupes, là. Il y a déjà eu des incidents. Il se met à l'envers au champion Mickaël. Belle soirée. Allez, vas-y. Il y a déjà eu des incidents comme ça. Et on avait déjà demandé à voir le règlement. Parce qu'on nous réplique que le règlement, c'est le règlement de la BBC, règlement anglais déposé chez un huissier. Ben moi, je demande à voir le règlement. Non, mais t'es qui, toi? Un téléspectateur. C'est quoi, c'est le Michou de la Nupes? Je suis un... T'es qui, toi? On nous dit il y a un règlement.
grâce auquel on a le droit à une sorte de passe-droit médical. Qui me le prouve? Qui me le prouve? Raymond, qui me le prouve? Comment manque le règlement? Voilà. Ils vont t'en faire un règlement si t'en veux. Ah bah voilà, mais moi je veux voir le règlement. En Angleterre. Pardon? Le cas s'est déjà présenté en Angleterre. Mais un huissier, si c'est déposé chez un huissier par la BBC en France, qu'on me montre le règlement. Ça fait des années que je le demande. L'heure est venue. Deuxième chose. Donne des infos, s'il te plaît. Le médecin, tous ses propos ont été millimétrés. Et il y a un propos qui choque énormément. J'ai dû prendre, donc il assume, le monsieur qui est derrière vous, Gilles, j'ai dû prendre cette décision. Tu me prends pour un con. Si lui, il est médecin, frère, sur la tête de ma mère. Non, mais frère, c'est le cadavre. Non, mais lui, frère, non, mais sans déconner, il est en train de vendre des gaufres dehors. Arrêtez, les gars. Sans déconner. Le gars, ils l'ont vu, il était avec des crêpes au Grand Marnier. Tiens, toi, lâche ta poêle, ramène-toi. Non, mais frère, arrêtez les mecs. Il était avec un bignou. Viens là, lâche ce bignou et viens, ramène-toi là. Qu'est-ce que tu fais avec tes conneries là? Mais sans déconner, oui. J'ai dû prendre cette décision contre sa volonté. On sent bien que ces mots ont été pesés. C'est parce que, encore une fois, ils veulent dédouaner Inès Rey, qui est protégée totalement, parce qu'elle a le package avec Max Singer derrière. Et Cyril, c'est avec Max Singer. C'est pas admissible. C'est pas, quel que soit le malaise, c'est absolument inadmissible. Elle est protégée parce qu'ils veulent qu'elle aille très loin, en finale, pour justifier les émoluments qu'ils lui ont donnés. Et Cyril, franchement... Tu fais un gif en direct surtout. 8 ans. Mais, alors, oui. Il y a un énorme doute. Non, mais il y a plus qu'un énorme doute. Il faut arrêter de prendre les téléspectateurs pour des cons. Moi, je vous le dis tout net. Non, mais arrête, t'es en train de galoche, là, c'est bon. Secret médical. Oui. Secret médical, d'accord. Oui. Mais là, franchement... c'est bon. Pas vrai. Secret médical, et à côté, ils font fuiter que c'est une crise d'angoisse. En fait, ce qui ne passe pas, c'est qu'il y a malaise et malaise. Évidemment, si elle avait un malaise extrêmement grave, tout le monde aurait été très triste pour elle. Là, ce qui ne passe pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention des secours, et elle n'est pas allée à l'hôpital, et qu'à peine le prime terminé, elle était déjà sur le parquet. Et donc, en ça... Beaucoup de membres de la production, beaucoup de danseurs pensent que c'est une ruse pour ne pas qu'elle se retrouve face à Natacha Saint-Pierre, face à qui elle aurait largement perdu. Non, oui, on va revoir Inès Rey. Elle est de retour à l'entraînement, comme on l'a dit hier, depuis lundi. Elle est de retour à l'entraînement avec le sourire et apparemment aucune séquelle du supposé malaise très grave dont ils ont parlé samedi soir. Il y a une ambiance catastrophique dans les coulisses. Catastrophique. Il s'est passé un autre truc, c'est qu'il y a Keyona, qui est la star de Drag Race, qui est une des grandes favorites de l'émission, qui a liké en scred des tweets qui défoncent Inès Rey et notamment son malaise. Des tweets qui disent que le malaise est bidon. En gros, Inès Rey en direct de sa loge après avoir dupé tout le monde avec son malaise. Donc, concurrente de Danse avec les stars qui like que ça. Elle a supprimé son like après. Donc, ambiance catastrophique dans les coulisses. Natacha Saint-Pierre va mieux, elle s'entraîne dur, elle lâche rien. Pas un bonjour à Inès Rey, elle ne se parle plus du tout. Voilà les infos pour l'instant. Et Inès Rey vient de poster une story. C'est ça, alors. Il y a quelques minutes, et là, ça va refoutre le bordel dans les coulisses. C'est ça. Puisqu'elle a posté une story qui dit... Alors regardez, donc c'est elle tout avec, va bien, tout va mieux. Mon cœur s'est emballé, il m'empêchait de respirer tellement. Il était compressé, mon bras gauche me brûlait de douleur et mes jambes ne me tenaient plus. Je ne vais pas lâcher. Les méchants peuvent s'égosiller et mentir. Moi, nous, on reste, on se donne, on hurle notre amour et on prouve que c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Voilà. Et la phrase qui pose problème, c'est les gentils qui gagnent à la fin. Ouais. Du côté du clan Natacha Saint-Pierre dans la production, ils ont dit les gentils qui gagnent à la fin, lol. Donc évidemment, plein d'ironie. Ça y est, ça repart. Le problème de ça, c'est que ça réalimente la machine. C'est qu'elle apaise pas du tout le truc. Encore une fois, la production et TF1 n'ont pas du tout le contrôle du clash. Et c'est un qui tire d'un côté, un qui tire de l'autre. Donc c'est pas fini. Et ça va se régler dans l'émission, c'est sûr. Moi, je vais vous dire, il y a mon bras droit. J'ai 2 bras droits, vous savez. Voilà, Loïc, un de mes bras droits, qui m'a dit hier, il a eu une idée incroyable. Il me dit, moi, si j'avais été Danse avec les stars, j'aurais viré les 2. Et j'aurais dit, il y a 2 nouveaux danseurs qui vont arriver. Ouais. Ça, vraiment, là, tu peux dire que tu restes jusqu'à la fin. Ouais, je veux dire. Mais c'est vrai que je trouve, excusez-moi de vous dire ça. Hein, la gestion est très, je trouve que la gestion, même les audiences sont pas bonnes, alors que ça fait un buzz incroyable. Ouais. Les audiences sont pas bonnes du tout. Tout le monde. Mais c'est fou que les audiences... Parce que... Ils n'arrivent pas à surfer sur ça. À la limite, tu veux pas surfer sur ça, tu les vires. Et là, je peux te dire que tu dis, il y a 2 nouveaux danseurs qui vont arriver. Ça, c'est énorme. On vire les 2 comme à l'école. Bah, je ne peux pas le savoir. Allez, c'est les 2. Gilles Verdès. Ils ont réfléchi à ça. Lors de la réunion de crise avant le fameux prime, ils ont réfléchi. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait ? C'est parce qu'Inès Rey, elle est dans Masked Singer, tout simplement. Sinon, je pense qu'ils auraient vraiment hésité. Parce qu'effectivement, c'est catastrophique l'ambiance. C'est impossible. La saison, elle est déjà morte, là. Vous imaginez que les 2 continuent, arrivent en finale. Ça va être détestable et tout ça. Mais je pense qu'ils les auraient virés. Les méchants, elles nous visent aussi, peut-être, parce qu'on a dit que... Quand on écrit les gentils gagnent toujours, ça veut dire qu'il y a une guerre.
Et c'est ça qui est pas bon dans le message, justement. C'est que ça relance quelque chose. Vous avez des infos? Attends, j'avais une question. Vous, arrêtez avec vos questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais vous qui êtes producteur, je comprends pas qu'il ne signe pas un devoir de réserve quand il rentre dans ce type d'émission. N'importe quoi, bah oui. On est ça, d'accord. c'est une bonne question. Voilà, la journaliste. Je l'ai fait venir de BFM pour ça. Bravo, chérie. Non, mais elle a raison. Sur les contrats, je suis désolé. Mais moi, les gars, il y a un mec qui travaille chez moi. Mais les mecs, mais vous êtes fous, quoi. Mais ils ont la vie, si tu non, mais à un moment, quand t'as pas de chef, je suis d'accord. Mais à un moment, moi, il y a 2 chroniqueurs, ils s'embrouillent toute la journée sur les réseaux. Ils s'embrouillent, ils sont convoqués les deux. Exactement. Je dis, les mecs, qu'est-ce que c'est les deux? Mais il n'y a pas de patron. Mais il y a des clauses comme ça. Et moi, je vais vous donner un truc. Et j'adore. Et je connais très. Camille, c'est pas son truc. Camille, il n'est pas producteur de l'émission déjà, donc c'est pas lui de faire ça. Voilà, donc Camille, il aime pas les conflits, il aime pas du tout. Et puis c'est pas son truc. Il n'a pas envie de le faire. Et je comprends, il n'est pas producteur de l'émission. Mais le producteur de l'émission, à un moment, les gars, même pour l'animateur, à un moment, c'est un fardeau pour l'animateur. Moi, je me mets à la place de Camille, c'est une énorme tanasse. Tu sais qu'il y a cette tannée là, tous les soirs, avec des mecs, tu viens tous les vendredis, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? À un moment où il laisse Camille produire l'émission et il fait le truc et il se dit voilà ce qu'il veut faire lui. Mais à un moment, les gars, je suis désolé. Moi, je suis producteur, je convoque tout le monde, je dis les gars, on arrête les conneries. Je vais vous expliquer. J'entends encore un truc. Je lis encore un truc. Je vois encore un truc. J'entends un truc. C'est viré toutes les deux. Mais pas une fois, pas deux. C'est une fois. C'est terminé, c'est viré. Voilà. Et le problème, très bonne question de Pascal, effectivement, il y a des clauses comme ça dans le contrat, sauf qu'elles ne sont pas du tout respectées. Et depuis le début, la production, je suis désolé, ils se font marcher dessus. Déjà, ils se sont marchés dessus. Et elle est complètement partiale. Natacha Saint-Pierre, il lui demande de supprimer sa story où elle tourne l'affaire en dérision. Inès Reg, c'est la première à prendre la parole sur l'affaire, ils lui disent rien. Là, elle reposte une story, ils lui disent rien. Le tweet, Kayona qui like un truc contre Inès Reg, on lui demande de supprimer. La production est complètement partiale dans l'affaire. Et tant qu'il ne tape pas du poing sur la table, à partir du moment où il y a une main courante, c'est élimination directe. Je suis désolé. Alors moi, oui, une micro-info. Moi, on m'a parlé du malaise de Inès Reg et on m'aurait dit que on m'a dit que ce malaise a été très très spectaculaire. Ça n'a pas du tout été du chiquet, qu'elle a fait une vraie crise d'angoisse avec de la tachycardie, qu'elle a vraiment une crise de panique complète, qu'elle n'était absolument pas en état de revenir ou de redanser. Et on m'a même parlé d'un burn-out, qu'elle serait en burn-out complet, c'est-à-dire qu'elle serait très 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 fragilisée et que plus elle communique sur le fait que ça va, que tout va bien, tout ça, moins elle va bien en vrai. Et on m'a même parlé d'une sorte de... Voilà, il y a ceux qui sont témoins de son comportement qui parlent même parfois d'un comportement un peu genre, pas bipolaire, mais un peu dans Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire elle switch on, elle switch off, et que tout d'un coup, ça va très bien, et 2 secondes après, elle a des crises de colère intempestives. Alors, et que donc voilà, ce serait très compliqué. Il y a celle qui a été éliminée, Adeline Tonutic, qui vient de réagir aussi. Qui a réagi, qui était chez nos amis Valérie Expert et Gilles Gansman, dans l'émission Sud Radio Média, j'adore, je les adore, en plus les deux, ils sont incroyables. Les chéris. Elle a dit comment va-t-elle? On demandait les présentateurs. Je n'ai pas de nouvelles parce que comme j'étais éliminé, je n'ai pas été à l'entraînement, donc je n'ai pas vraiment d'infos. Mais en tous les cas, j'espère qu'elle va mieux parce que si c'est un problème de santé, la santé c'est ce qu'on a de plus précieux. Bon voilà. Mais regardez ce qu'elle dit après. Alors elle dit, elle dit qu'elle n'est pas tombée sur le parquet. Elle est sortie. Je suis un peu embué. Je vais réviser mon face-à-face avec mon partenaire. Mais une coupure intervient. C'est la première fois. Donc elle dit qu'elle n'avait pas l'impression, j'ai l'impression qu'elle n'a pas l'impression qu'elle était... Elle minimise. Exactement. Elle n'est pas sortie en étant à terre. Oui, effectivement, j'avais lu la déclaration. Elle revient sur son problème technique. Sous-entendu, c'est un peu injuste que j'ai été éliminé. Mais par rapport à Inès Reg, elle dit que son état n'était pas si catastrophique. Voilà. Et elle m'a dit le contraire. Elle dit, oui, absolument, et Gilles Gansman, des directs que vous avez fait, c'est la première fois qu'il y a eu une coupure. Oui, première fois qu'il y a eu une coupure, ça c'est vrai. C'est fou ça, ouais, donc il y a quand même un problème. Et puis de toute façon, pour ce genre d'incident en direct, soyons factuels. Les gars, je suis désolé, au départ, je vous le dis, j'avais rien contre Inès Reg. Je le dis, je m'en fous total. Mais on a l'impression, sans déconner, qu'ils ont Eva Longoria, les gars. Arrêtez. Non, mais c'est pas. Non, mais les gars, vous êtes fous, quoi. Mais c'est ça qui est fou. Il n'y a plus de patron dans cette chaîne. Je suis désolé. Il n'y a pas de mecs qui ont la poigne, disent dans cette production. Et je le dis, je les aime bien en plus. Mais je suis désolé. Mais je dis pas ça pour moi. Mais moi, demain, tu me donnes la prod. Mais écoutez-moi bien, ça dure 2 secondes, l'affaire. Hein. En 2 secondes, elle est réglée, l'affaire. Je vais vous dire, ni Inès Reg, ni Natacha Saint-Pierre. Inès Reg, elle rentre chez elle. Et je peux te dire qu'elle va se faire des sandwichs au thon. Et Natacha Saint-Pierre, elle va se faire des sandwichs à la dinde. Tranquille chez elle en train de nous regarder à la télé. Non mais je vous le dis, ça va être. Et sur l'histoire du malaise, juste faut être pragmatique. C'est hôpital, pas hôpital. Il n'y a pas eu d'hôpital et elle était de retour visiblement lundi à l'entraînement avec le sourire. Quand il y a eu James Denton qui s'est blessé, ça a duré 3 semaines. Ils ont fait un certificat médical. On savait ce qu'il avait. Il avait un problème à ça, à ça, à ça. Là, ils sont restés très évasifs. Ils ont sorti un médecin, on sait pas d'où. Juste. On a l'impression pour la protéger. Dans les coulisses. C'est la première fois qu'on le voit à l'antenne et qu'ils font ça en tout cas. C'est la première fois qu'il a eu à venir. C'est incroyable. Merci en tout cas, on aura d'autres infos, mais cette histoire, vraiment, je vous dis, moi, c'est juste un manque de patron. C'est voilà, quand il n'y a pas de patron, je vous le dis la vérité, ça roule pas. Je suis désolé. Je voudrais que les choses soient claires. Aya Nakamura, elle peut chanter ce qu'elle veut. Oui. On peut l'écouter, on peut l'apprécier. Je dis simplement qu'elle n'est pas qualifiée
pour représenter la France dans un événement aussi considérable que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, au moins pour 2 raisons. La réputation de la femme française à travers le monde, c'est une réputation de classe, d'élégance, Aya Nakamura, et la vulgarité incarnée. Bon. Un autre aspect important de la culture française, il me semble, c'est la langue française. Or, elle chante dans une bouillie de français. Alors, je suis un oiseau, comme un oiseau, je veux fly. Bon, qu'elle aille fly ailleurs. Voilà, elle peut fly où elle veut, mais pas au-dessus de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je pense qu'elle n'est pas représentative de la culture française, parce que cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ça va être une vitrine sur notre pays, sur notre culture. J'estime que cette demoiselle, qui a ses admirateurs, je les lui laisse, ils ont bien le droit, n'est pas représentative de la France. Voilà. Mais moi j'aime bien ces sons, par exemple, tout ça. Vous aimez bien ces sons, sinon, à part ça? J'aime quoi? Vous aimez bien ces sons ou pas du tout? Pas du tout, mais simplement, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que le message qu'on veut envoyer depuis des années et des années, c'est la promotion de la médiocrité et la haine de l'excellence. Donc à la fin de ce processus, on prend Madame Nakamura, qui est le plus médiocre de la musique mondialisée, pour en faire un exemple. Mais c'est très cohérent. À longueur de journée, on explique aux gamins dans les écoles que n'importe quel texte d'un chanteur à la mode, ça vaut bien du Baudelaire. Tout se vaut. Eh bien non, tout ne se vaut pas. Et s'il y a une bonne occasion de le rappeler, c'est bien la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Justement, Eric, moi je vous dirais, c'est une culture populaire aussi, Aya Nakamura. Ah oui. C'est un peu... Moi, je vais vous dire, le procès... là, je me fais... mon avocat aussi, voilà, on discute, et j'adore discuter avec Eric, en plus, même quand je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est vrai que moi, Aya Nakamura, pour moi, c'est un peu aussi... Ça représente un peu TPMP. Voilà. C'est-à-dire quand les gens disent TPMP, c'est de la culture populaire, ça ne représente pas la France, pour moi, TPMP, ça représente la France. Et Aya Nakamura, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est celle... Une des artistes, c'est David Guetta qui marche le mieux. Hein. Voilà, à chaque fois, ils font une erreur, puisque c'est David Guetta loin devant qui est le plus streamé. Il est dans les 15 artistes les plus streamés au monde. David Guetta, voilà, donc il est loin devant. Aya Nakamura, je crois qu'elle est dans les 300, etc. Donc voilà, mais en tout cas, elle vend énormément, elle est énormément streamée. C'est une artiste qui a énormément de succès. Donc pour moi, voilà, ça c'est une artiste populaire. Pour vous, aussi populaire, ne peut pas faire les JO. Mais populaire, c'est pas un argument de légitimité. On peut être populaire et faire des choses de qualité. La littérature populaire, c'est pas péjoratif. Alexandre Dumas est un auteur extrêmement populaire. Moi, j'estime que c'est un immense auteur. Le Comte de Monte Cristo, c'est un des plus grands romans jamais écrits. Évidemment. Mais là, il se trouve que c'est... Pourquoi ça marche? Parce qu'elle chante de la musique mondialisée qui ne représente absolument pas la France. Moi, je voudrais quelque chose qui représente la France. En plus, on va lui demander, si j'ai bien compris, de chanter du Édith Piaf. C'est-à-dire qu'on met un signe d'égalité entre l'honneur de la chanson française, les textes d'Édith Piaf, c'est quand même autre chose, et la manière dont elle chante, c'est autre chose, et on la fait représenter par un des déshonneurs de la chanson française. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qui est raccord avec le reste de l'époque, où nous voulons absolument exporter le plus médiocre de notre production. Voilà. Mais... oui. Non, pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'analyse personnelle d'un vieux réac. Parce qu'il y a un moment donné où il faut comprendre que la musique, elle évolue aussi. Et les vieux réacs sont à la mode en ce moment. Ah bah peut-être, non mais avec plaisir. Non, mais j'adore Eric. Mais il faut aussi un petit peu s'adapter en son temps, aux nouvelles modes, aux nouvelles musiques qui arrivent, à l'urbain, à certaines paroles qui ne vont pas vous plaire spécialement. Et c'est une nouvelle musique qui plaît à énormément de gens. La preuve, elle cartonne. Elle cartonne en France, elle cartonne à l'international. On a David Guetta en premier, mais elle n'est pas première. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui marche. Alors, je sais que Jean-Mi, toi aussi, t'es comme un dingue sur ce que je suis en train de dire. Ah oui. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui évolue. Et je peux comprendre qu'il y a un choc des générations. Mais je pense pas qu'il faut non plus être aussi dur et avoir des propos aussi... Enfin, je trouve que ça va un peu trop loin. Alors, je vais vous proposer quelque chose de révolutionnaire. Au lieu d'exiger que nous... c'était quoi votre mot? S'adapter, c'est ça, ou s'adapter au temps nouveau, c'est ça? Oui. Moi, je voudrais qu'on fasse le contraire, que les temps nouveaux s'adaptent à la France telle qu'elle est. La France, elle a produit des lignées de poètes, d'immenses chanteurs, d'immenses artistes. Moi, je voudrais que les nouveaux artistes s'adaptent un peu à ça. C'est pas à nous, les vieux réacs, de s'adapter à des gens qui maltraitent la langue française. Il y en a qui le font. Nous sommes les héritiers de ces gens-là. Essayons d'être à la hauteur. Pourquoi vous voulez tout niveler par le bas? Pourquoi ce serait le plus médiocre qui serait représenté? Je vais vous dire, après on va donner la parole, malheureusement, je suis obligé à Gilles Verdez. Oh non. Ouais, je sais, à Jean-Michel aussi, ça va être un enfer. Moi, je vais vous dire ce qui me dérange dans cette affaire, Eric, c'est devenu insupportable, cette affaire. C'est devenu, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire, elle va aller faire les Jeux Olympiques, Aya Nakamura. Je vous le dis, c'est sûr et certain.
parce que c'est devenu, là, le combat des woke. Je vous le dis. Ah, mais je vous le dis, c'est devenu le combat des woke. Et ils veulent absolument. Moi, je vous dis, j'étais pour en plus au départ. Elle n'a rien compris, elle m'a mis un tac sur Twitter. Donc vraiment. Voilà, donc elle n'a rien compris. On était avec elle, elle nous a taclé sur Twitter. Elle n'a rien compris. Bon, voilà. Oui. Elle doit avoir une musique, sa musique dans sa tête, elle n'a pas dû comprendre. La pauvre. Non, mais pour vous dire, non, mais je te dis, moi en plus, je te jure, j'étais la première à la faire venir ici, etc. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est-à-dire qu'ils sont en train, moi-même, qui suis pour qu'elle chante, aujourd'hui, avec tous ces relous qui veulent absolument faire chier le monde en disant, et tous les woke qui ont repris ce combat, les Gilles Verdez qui ont repris ce combat, Aya Nakamura doit chanter au JO, je ne supporte plus ça. Mais vraiment, ça me rend fou. Ça veut dire que je préférerais qu'il y ait aujourd'hui Bébert le Frelon. Non mais franchement, non, mais je vous jure que c'est vrai. Non mais c'est devenu insupportable. Et c'est devenu un combat idéologique. Alors maintenant, et en plus maintenant, quand tu dis je veux pas qu'Aya Nakamura chante au JO, ah bah t'es un raciste. Ah bah t'as vu C'est ce que va dire Vervez dans 5 secondes. Mais je te dis, c'est pour te dégoupiller. Non mais c'est sûr. Demain, non mais c'est sûr. Voilà, c'est incroyable. Moi j'ai dit, moi j'aurais tout mis à plat. Je veux dire, je donnais des gens. Moi, il y a des artistes incroyables. Il n'y a pas que Rihanna. Je vous dis déjà, David Guetta, pour moi, c'est l'artiste le plus connu dans le monde. Il n'y a même pas de débat, il doit y être. Voilà, que ce soit. Il est vrai qu'on l'appelle. Hein. Non, mais je vous le dis, David Guetta, il doit y être, c'est même pas la peine. Ça, c'est voilà. Après, moi, je sais pas, moi, je m'en fous. Moi, voilà. Je vais vous dire, je dis, Soprano, il a une voix exceptionnelle. Soprano qui chante Edith Piaf, je peux vous dire que ce serait exceptionnel. Vianney, c'est un artiste incroyable. J'adore Vianney. Et c'est pas parce qu'on Vianney et Soprano, c'est pas des artistes. Je t'ai pas dit Georges Brassens. Tu vois pas. Donc voilà. Vianney, Soprano. Non mais c'est le piège qu'on a entendu à l'instant. C'est quiconque conteste est un vieux réac. Vous comprenez ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on peut quand même contester un choix sans être renvoyé à son âge ou à son sexe ou à sa sexualité. Parce qu'en plus, je suis hétérosexuel, donc j'aggrave mon cas. Éric, est-ce que vous vous rendez compte, et chez vous, je le dis aux téléspectateurs, ça me rend fou. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle société nous sommes ? On est en train de parler d'une artiste qui va chanter ou pas aux Jeux Olympiques. Ça a fait, non mais sans rigoler, ça a fait sur les réseaux sociaux, il y a des menaces de mort, des messages incroyables parce que tu dis, je veux pas qu'Aya Nakamura. Oui, mais après, quand on écoute Eric, c'est de la haine aussi. C'est ça qui est relou. Tu sais pourquoi Eric fait ça ? C'est de la haine. Je veux dire pourquoi Eric fait ça. À cause de woke comme ce gars-là. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, Eric, je le connais un peu. Et tu me dis si je me trompe, Eric. Je pense que tu as fait une réaction épidermique, un peu comme moi, que tous ces gars, tous ces bien-pensants qui veulent absolument qu'Aya Nakamura chante, à un moment, je pense qu'Aya Nakamura, tu t'en fous total, en fait, Nakamura. Même Aya Nakamura qu'elle chante ou pas, tu l'aurais même. Tu t'en foutais, à la limite. Oui, mais il y a eu tellement, je te dis, moi, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire que tous ces bien-pensants qui veulent absolument qu'Aya Nakamura chante et que c'est aujourd'hui, ah bah tiens, on vous a bien fait chier, hein, les réacs. Hein, et qui ne connaissaient pas une chanson d'elle avant. Exactement, voilà. Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est insupportable. insupportable. Ces ministres qui ne connaissent pas une chanson d'Aya Nakamura, qui vont dire à la radio, c'est incroyable, arrêtez. Non, mais moi, c'est cette hypocrisie. Moi, c'est cette hypocrisie qui me tue. Et je vais vous dire, et je le redis, j'ai été le premier à aider Aya Nakamura et à aimer ses chansons. Cyril, c'est le monde que veulent les woke, c'est-à-dire un monde où le débat est interdit. Si vous osez ouvrir le débat, c'est que vous êtes ceci ou cela. C'est devenu insupportable. C'est insupportable. Je vous jure que c'est insupportable. Moi, je peux plus. Alors, on va. Non, vous avez laissé passer votre chance. Moi, je voudrais qu'on laisse pas. On est obligé. Voilà. Moi, je veux dire. Là, je vais vous dire, ça va être une souffrance pour moi. Je sais. Je le dis aux téléspectateurs. C'est comme quand on va chez le dentiste, il faut y passer. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Tu sais quoi ? Tu te dis, je sais pas combien de temps ça va durer. Fais ce que tu as à faire. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et soigne-moi, mais que j'ai plus cette rage dedans. Voilà. Allez, vas-y. Je suis pas woke, je suis progressiste. Et je suis désolé. Non, alors toi, progressiste. Mais tu veux que je te dise. Non, mais attends, parce qu'on va s'arrêter déjà sur cette première. Woke, t'es pas woke, t'es progressiste. T'es le mec. T'es le mec qui vit le plus dans le passé. Ici, au Canada. Et t'es le mec. Je vais te dire, tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, ça fait partie de la France du passé. Tout ce que tu dis, ça a été des échecs incroyables pendant des années et des années. Toutes tes idées, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, toutes tes idées sont catastrophiques. Toutes tes idées ont déjà été faites 150 fois et elles nous ont envoyés dans le mur. Donc Gilles Verdel, je t'explique. Non mais sans tu sais comment je sais comment je t'appelle chez moi à la maison. Le BA13. Parce que tu vois, tu fais que des murs et tu vas les prendre dedans. Non mais je te jure que c'est vrai. Comment tu peux démarrer cette phrase par je suis progressiste? Non mais Gilles Verdel progressiste. C'est comme si on disait Daniel Moreau, non, rien. Merci. Donc là où je vous rejoins, c'est que c'est une affaire d'État. Et maintenant, on ne peut plus reculer parce que c'est, oui, le combat contre l'antiracisme. Bah, tu veux que
Je suis désolé, je vais vous dire ce que je ressens. Si Aya Nakamura choque Eric Nolot, c'est parce qu'elle est noire. C'est lamentable de dire ça. C'est le symbole. Aya Nakamura est le symbole de la France de la diversité. Et cette France de la diversité, il faut, Emmanuel Macron l'a dit, qu'elle soit représentée. Mais c'est pas grave, qu'elle soit représentée aux Jeux Olympiques. Voilà, il le faut absolument. C'est tout ce que tu as à dire. Non, je dis que la diversité. C'était bien. Non, je dis. Bah, voyez, je dis que la diversité, c'est elle l'incarne aujourd'hui. Et cette France-là. Soprano, il incarne pas la diversité. Mais parce qu'il y a la polémique, c'est elle aujourd'hui. Soprano, c'est le préféré des. Il est encore là, voilà. Des jeunes. Le seul qui fait allusion à la couleur de peau d'Aya Nakamura, c'est le progressiste. Bah voilà. Le seul qui parle de ça, c'est le progressiste. Bien sûr, parce que vous la niez. Non, mais posez-vous des questions. Parce que vous la niez. Mon cher Verdège, essayez de penser. Alors je sais que vous n'en avez pas l'habitude. Au début, ça vous fera des courbatures au cerveau, mais petit à petit, avec l'entraînement, ça ira. Non mais écoutez, le problème, vous êtes comme le chien de Pavlov, quoi. Vous ne réagissez que par des mots-clés. Le racisme, j'aurais pu parier 1 million d'euros que ça allait être le racisme. Écoutez, le racisme n'a rien à voir. Personne n'a parlé de sa couleur de peau sauf vous. C'est dommage. C'est vous n'êtes pas un progressiste. Exactement. Vous êtes en pleine régression. Vous êtes en pleine régression raciste. Pardonnez-moi, c'est triste quand même. Anti-raciste. Attendez, Jean-Michel. Gilles, je vais peut-être t'étonner. J'aime pas Aya Nakamura, mais je suis pas raciste. J'aime pas Dave, je suis pas homophobe. J'aimais pas Carlos, je suis pas grossophobe. Et j'aime pas tellement Michel Boujna, je suis pas antisémite. Toi, donc, tes clichés à la con. Quoi, t'aimes pas Michel Boujna, mais je l'adore. Oui, d'accord, il me fait pas trop rire. Voilà, il est hyper drôle. Dans la grosse rigolade, c'était le meilleur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais personnel. Il me fait beaucoup plus rire que toi. Non, mais attention, fais gaffe à ta gueule. Je suis pas humoriste. Ne touche pas à Dave, pas Vanilla. Tout ça pour dire à Gilles que ces clichés, ces raccourcis idéologiques qui font que mettre des cibles sur des gens, parce que c'est la tarte à la crème maintenant de dire qu'on est raciste ou islamophobe, c'est vraiment devenu lamentable. C'est le dernier des arguments qu'on n'a plus rien à dire. Et c'est nul. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'es insupportable. C'est vous qui faites d'Aya Nakamura le symbole intouchable des Jeux Olympiques. En disant ça, c'est vous. Maintenant, on sait qu'ils l'ont fait. C'est lui. Non, mais il a donné son avis sur la musique, mais à aucun moment il a parlé de sa personne. Bien sûr. Non, il dit qu'elle ne doit pas représenter la France. En parlant de sa musique, il a parlé de sa musique. Il a rien compris. La musique, il y a la couleur. Je vais te dire, tu sais comment il est. Allez, tais-toi. Tu veux que je te dise, Eric, tu sais comment il est, Gilles Gardès? Est-ce que tu connais ces journalistes qui viennent faire une enquête ou qui viennent faire une interview et qui savent déjà ce qu'ils vont écrire avant? Ah bah oui, et qui ont déjà écrit le papier avant de le faire. Et bien lui, c'est exactement pareil. Ah bah nous, on sait très bien ce qu'il va dire. Exactement. Il n'a pas écouté ce que tu as dit, mais il répond comme si, avec ce qu'il pensait, ce que tu as dit. Non seulement il n'écoute pas, mais il y a 2 minutes, Gilles Verdès dit c'est important qu'Aya Nakamura représente parce que c'est le symbole de la diversité. Ensuite, il se tourne vers moi et dit vous faites de cette femme un symbole. Mais c'est vous qui faites de cette femme un symbole. Non, c'est le président de la République qui en a fait un symbole maintenant. C'est autre chose que vous quand même. Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Je ne me compare pas à M. Macron. Simplement, vous dites elle doit représenter la France, au fond, parce qu'elle est noire. Je regrette, mais ce n'est pas ça le débat. Ça, c'est un raisonnement raciste. Exactement. Ça, c'est un raisonnement raciste. Je suis d'accord avec vous. L'affaire du petit Émile n'a pas fini de faire parler alors que l'enfant avait disparu depuis juillet dernier. Son crâne a été découvert la semaine dernière à seulement 2 km de la maison de vacances de ses grands-parents. Depuis une semaine, les investigations ont passé à la vitesse supérieure pour tenter de trouver d'autres ossements du corps de l'enfant. Et hier, de nouvelles découvertes ont eu lieu. Et la randonneuse qui a découvert le crâne s'est exprimée. Michel, qu'est-ce qu'elle révèle, la randonneuse? Et j'aimerais qu'on ait quand même une petite analyse aussi de votre part, parce que cette histoire est quand même assez curieuse, Michel, surtout vous qui êtes un spécialiste. Alors qu'est-ce qu'elle révèle déjà, la randonneuse, pour nos téléspectateurs? Après, vous nous direz ce que vous en pensez, parce que je pense que ça, vous allez voir, c'est une curieuse affaire. Alors effectivement, cette femme s'est exprimée. On sait qu'elle a 60 ans, qu'elle est retraitée et qu'elle est plutôt sportive. Elle fait des randonnées très régulièrement. Et ce 30 mars, le temps n'était pas au beau fixe. Il y avait du vent qui soufflait fort, le sirocco. Et du coup, elle a hésité à y aller. Et puis finalement, vers midi, elle s'est décidée à aller faire sa petite balade. Et c'est en faisant cette petite balade qu'elle va tomber à 2 km de chez elle, parce qu'elle habite le village. Elle tombe en plein milieu du petit chemin, qui est à plat à cet endroit précis. Elle tombe sur le crâne, un petit crâne, tout blanc, dit-elle, tout propre. Et elle est déjà passée par là 1 mois auparavant, et le crâne n'était pas là. Ça, c'est le premier point. On lui a reproché d'avoir pris le crâne, et elle s'en explique,
on disait qu'il y avait un problème de couverture téléphonique, etc. En réalité, le problème est tout autre, c'est qu'elle n'a pas de téléphone portable. Comme ça, c'est réglé. Elle ne risquait pas de téléphoner à qui que ce soit, elle n'a pas de portable. Elle n'a pas de montre non plus. Elle se dirige, enfin, elle connaît l'heure exacte aux cloches du clocher de l'église. Donc elle sait qu'elle est partie à midi parce qu'elle a entendu 12 coups sonner. Et donc elle est assez précise. Elle dit aussi qu'elle est rentrée chez elle à 14h et là encore, elle donne la référence de « j'ai entendu 2 coups sonner sur les cloches ». Donc elle avait 2 sacs en plastique qui étaient en réalité des protège-chaussures. Quand elle marchait dans un ruisseau, elle emmenait avec elle des sacs plastiques pour les mettre sur ses chaussures pour avoir les pieds au sec. Donc elle a préparé son pique-nique. Enfin, finalement, sa journée a été complètement chamboulée par cette découverte. Et elle a immédiatement percuté, si je puis me permettre l'expression, quand elle a découvert le crâne. Elle habite le Haut-Vernay, donc elle a parfaitement compris ce qu'elle venait de découvrir. Et elle donne un détail aussi intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, on est au-dessous du Haut-Vernay. Ce qui pourrait expliquer que le corps est roulé, que le crâne ensuite est roulé. Donc voilà, en gros, mais on a failli passer à côté parce que ce jour-là, elle hésitait à aller faire cette petite promenade. Elle a fini par se décider. Et vu les intempéries, peut-être qu'un coup de vent, le crâne aurait roulé encore un peu plus loin. Vous allez nous donner votre petite analyse dans un instant. Utile, il y a d'autres infos. Après, on s'est beaucoup demandé pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie seule en laissant le crâne sur place pour ne pas détériorer une potentielle scène de crime ou d'accident et aller alerter. Et elle explique que elle connaît bien la montagne et avec le temps qu'il fait, la montagne n'est plus la même en quelques heures. Donc elle dit, je sais que des jours comme ça, si on attend, la configuration peut changer, le terrain peut changer. Donc elle s'est dit, je ne peux pas me permettre de perdre même 1 heure, d'aller chez moi, d'alerter et de revenir. Peut-être que le crâne ne sera plus là ou plus dans le même état, si je puis dire. Oh, puis il y a du vent. Voilà. Il y a du vent. Voilà, donc elle l'a pris. Et elle a pris un repère, elle avait un arbre cassé, un sapin qui était cassé, et elle a bougé les branches de manière à retrouver l'endroit exact où elle avait pris le crâne. D'ailleurs, elle se définit comme une érudite moderne. Oui, quelqu'un qui est très écolo, très ouverte sur la montagne, qui connaît bien ce chemin, qui est allé, elle dit, il y a un mois et demi, voilà, qui a été entendue pendant 9 heures, il y a eu une perquisition chez elle, les gendarmes ont tout fait. Hein, parce qu'au début, ils se disent, mais c'est impossible, c'est un hasard, entre guillemets, une circonstance incroyable. Elle dit qu'elle tombe sur ce qu'elle appelle la chose. Voilà, la chose, parce qu'elle ne veut pas le nommer. Et quand elle revient chez elle, d'ailleurs, avec le crâne dans le sac, elle le met sur la terrasse. Elle dit, je ne veux pas, je ne peux pas avoir ce crâne chez moi. Alors, elle a dit, je savais que c'était lui, avec des larmes dans les yeux. Au moment de la découverte, elle luttera contre la détresse, alternant les émotions. Je pleure, puis je me calme. J'aurais pu le laisser, mais après le temps d'y retourner, il n'aurait plus été là, explique-t-elle. C'est pour ça que je l'ai ramassé. Je sais que les jours de temps comme ça, si on attend, la montagne n'est plus la même. Donc elle a expliqué son geste, comme vous l'avez dit, qui a été critiqué de l'avoir pris dans ses mains. Elle veut le prendre, mais sans l'altérer. Elle a alors une idée sur elle. Elle a 2 sacs plastiques. Elle décide, comme vous l'avez dit, d'utiliser les 2 pour méthodiquement les passer de chaque côté du crâne et réussir à le prendre sans le toucher. Les gendarmes lui demanderont tout de même plus tard si elle n'avait pas mis de son ADN avant à l'intérieur des sacs. Elle ne sait pas. Je me dis vite, il faut que je ramène la chose et les gendarmes vont trouver le coupable. L'enquête va enfin avancer. Elle précise, tout le voyage, je porte la chose à bout de bras, car sentir la forme toucher mon corps me terrifie. Elle a mal au bras mais continue de se dépêcher. Au-delà de l'enquête, elle pense surtout aux parents du petit Émile. Je me dis enfin, le papa et la maman vont pouvoir l'enterrer. Ils vont pouvoir savoir. Une fois chez elle, vers 14h, elle appelle les gendarmes qui arrivent rapidement, puis l'emmène au poste. Elle restera 9 heures au poste pour cette affaire. Les gendarmes récupèrent notamment ses appareils électroniques et lui rendront une semaine plus tard. En l'état de nos informations, rien n'indique qu'elle soit suspecte. Elle n'a jamais été placée en garde à vue. Elle explique ensuite être très croyante. Il faut que je digère. Je suis épuisée mentalement et physiquement par tout ça. Elle, qui est croyante, pense beaucoup aux parents du petit Émile. Que peut-on dire à des gens qui ont perdu leur enfant, réfléchit-elle à haute voix, qu'ils trouvent la paix, que Dieu leur donne la paix. Quand on a son témoignage, on se dit qu'elle a bien réagi, en vrai, parce que sinon, elle a raison. Moi, je pense qu'elle a parfaitement bien réagi. Elle n'a pas de téléphone. Elle sait que la nature, un peu comme la mer, la montagne, avec le vent, avec la pluie, le crâne aurait pu continuer son chemin et aller dans un endroit absolument introuvable ou improbable. Donc, elle a évidemment bien fait de ramasser le crâne.
En plus, elle a dû regarder quand même quelques émissions de faits divers, puisqu'elle prend des précautions pour ne pas mettre son ADN sur ce crâne. Elle a ce réflexe de le prendre et de le mettre dans des sacs en plastique sans le toucher. Et ensuite, elle fait ce que tout bon citoyen doit faire, c'est-à-dire qu'elle appelle les gendarmes. Elle sait que c'est le crâne d'Émile. Elle habite le Haut-Vernay. Vous vous rendez compte? Oui, Gilles. Elle sait que c'est pas anodin son geste, parce que quand elle appelle les gendarmes, elle sort de chez elle. Elle va au devant des gendarmes. Elle ne veut pas que les gendarmes arrivent parce qu'elle se disent tout le monde va penser que je suis mêlée à la disparition du petit Émile parce que je suis sûr que c'est son crâne. Donc elle va au devant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, Cyril, elle n'est ni mise en cause, ni soupçonnée, ni en garde à vue, totalement exonérée. Donc toutes les théories qui disaient bizarre qu'il soit retrouvé le jour de lundi de Pâques, etc., enfin le week-end de Pâques, etc., on en est où de tout ça? Ça, c'est vraiment des théories qui sont en train de bouger. Ce que je pense honnêtement, c'est que le crâne ne se trouvait pas là, peut-être la veille ou l'avant-veille. Vu la configuration des lieux, avec la pluie, avec le vent, le corps devait être au-dessus. Une partie du corps, en tout cas, était au-dessus et a roulé. Un crâne, c'est rond. Ça a roulé, ça a atterri sur ce chemin. Et si elle ne l'avait pas ramassé, peut-être que 10 minutes après ou 1 heure après, il aurait pu être là. Je voudrais qu'on revienne 2 petites minutes, 1 minute, sur le major, voilà, le monsieur de la CIA qui est venu d'en face à Hanouna la semaine dernière, qui a mené son enquête et qui a des révélations incroyables à nous faire, qui n'engage que lui, bien entendu. Il sera là samedi et dimanche, vous allez voir. C'est fou ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez qu'il peut être pris au sérieux cette fois? Puisque, je le dis, ça n'engage que lui, mais apparemment, je ne peux pas tout vous dire, mais c'est incroyable les révélations qu'il va nous dire. Il a une vraie idée. Ça y est, il a une thèse et c'est fou, hein, je vous dis. Moi, ce que je pense, on va attendre qu'il nous développe cette thèse. J'imagine que les gendarmes seront les premiers à visionner cette émission et des vérifications seront faites. S'il désigne quelque chose de précis, je crois que c'est le cas. Hein. Exactement, oui, il désignerait quelque chose de précis comme il a désigné où se trouvait le corps d'Émile. Il se désignerait vraiment. Et puis, honnêtement, entre nous, les gendarmes, a priori, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais enfin presque, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, si on leur sert sur un plateau une hypothèse, ils vont évidemment la vérifier. Non, moi, je suis un petit peu comme... C'est-à-dire, je ne suis pas bien à parler. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai écrit une lettre à... Si vous voulez bien me permettre de la lire. Avec plaisir. Pour Madame Angèle et pour... Allez-y, Bouchaïb, il n'y a aucun problème. Voilà. Madame Angèle, c'est bien tous les deux. Oui. Mon fils a commis un acte grave. Il a intenté à votre intégrité physique en vous portant un violent coup. J'espère avant toute chose, chère madame, que votre santé va mieux. On se connaît sur le marché, vous nous connaissez, on n'est pas des gens mauvais. Mon fils avait 14 ans lorsqu'il vous a agressé, mais son jeune âge n'excuse en rien ce que vous avez vécu. Sachez pourtant que ce n'est pas l'éducation que je lui ai donnée. Depuis, mon fils était arrêté, jugé, enfermé depuis le premier jour dans un centre spécialisé et très éloigné de sa famille. Et là, il mérite ça. Son geste fou a été repris par tous les médias de France, rajoutant la honte à l'horreur. Cette affaire a été largement médiatisée et politisée. Ma famille a été salie. Je le regrette fortement. J'ai fait confiance à la justice. Je ne l'ai jamais remise en cause. J'ai accepté la sanction concernant mon enfant et j'ai accepté la mienne aussi en ma qualité de représentant légal de mon fils. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter mes excuses à toute la famille. Je le réitère ce soir avec encore plus de force. Pardon, Madame Angèle, pardonnez-nous. Ma famille tout entière, elle vous demande à vous et à toute votre famille un grand pardon, Madame Angèle. Je ne voulais pas que ça arrive. Vous avez vu après. Je ne voulais pas que ça arrive et si je peux
revenir en arrière. Et si je peux, et si je l'aurais su juste avant. Pardon, Madame Angèle, pour le mal que mon fils vous a fait. Sachez que vous êtes la seule et unique victime dans cette affaire. Je vous demande, à vous et à votre famille, au nom de moi et de toute ma famille, de nous pardonner. Mais je vous ai pardonné. Pardonnez-nous, Madame Angèle. Pardonnez-nous, Madame. Je vous ai pardonné. Pardonnez-nous, Madame Angèle, et demandez à votre famille qu'il nous pardonne. Merci beaucoup. Merci Bouchaïb, merci. Merci en tout cas. C'est important d'entendre ça. Bouchaïb, justement, avant que je demande à Angèle et à René ce qu'ils en pensent et ce qu'ils pensent de votre lettre, juste est-ce que vous avez vous parlez encore à votre fils ou pas? Quelles sont vos relations avec votre fils maintenant? Ben, mon fils, on est tous en train de l'aider pour qu'il tourne cette page. Il est mal. Alors justement, Bouchaïb, pourquoi, je vous pose la question, dites-moi, est-ce que la question que je posais tout à l'heure, pourquoi il n'est pas allé voir Angèle, lui dire voilà, c'est moi qui vous ai agressé, je regrette, je voulais vous dire que j'étais un petit il s'est excusé au tribunal. Oui, au tribunal, oui, mais après, pourquoi il n'est pas allé la voir? Mais parce qu'on ne sait pas si la justice nous permet ça. Ah d'accord. Et on veut la même l'appeler. Attendez, mais je ne sais pas si maintenant devant vous, si M. René et Mme Angèle nous permettent, mais dès demain, on sera toute la famille chez vous. Et on sera le lendemain et on va s'excuser jusqu'à ce qu'on efface. On veut même pas que ça reste dans notre mémoire, cette agression. C'est une honte pour vous? Vous avez honte? C'est une grande honte. Votre vie, est-ce que votre vie, vous aussi, elle a complètement changé depuis le regard des autres, même dans votre ville? Parce que c'est une ville où tout le monde se connaît, mine de rien, même au marché, etc. Mais ça, c'était le début. Maintenant, je m'en fous de ça. Moi, maintenant, je viens pour que Mme Angèle excuse mon fils et il nous excuse. Je suis venu pour demander pardon. Le reste, c'est très long. Je ne vais pas parler de tout le reste. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je parle de Mme Angèle qui a eu ça. Et voilà, ça vous pèse et ça pèse à votre client le fait que voilà, ce soit passé qu'Angèle, la culpabilité, c'est... Bien sûr, Cyril. Alors pour répondre à votre question, le jeune garçon de Bouchaïb n'est pas allé voir Mme Angèle pour la simple raison que la condamnation judiciaire lui interdit clairement de rentrer en contact avec elle. C'est bien de le dire. Voilà. C'est important que vous le sachiez. D'accord. Évidemment il a dit, Bouchaïb, très clairement, la seule victime dans cette affaire, c'est Mme Angèle, il n'y en a pas d'autre. C'est vrai que malheureusement, Bouchaïb s'exprimait pas très bien avec l'émotion d'un père, avec j'allais dire le cœur, alors qu'en réalité il fallait parler à ce moment-là peut-être différemment. Et on va dire, c'est vrai qu'il y a tout un pan médiatique, toute une fachosphère. La réalité, elle est là, parce que sur Twitter notamment et sur les réseaux sociaux, ça a été une catastrophe pour sa famille, pour ses origines, pour sa communauté, pour tout ce qu'il représente. Et du jour au lendemain, c'est vrai que cette page, elle a été aussi pour lui très difficile à vivre. Mais je ne suis pas là du tout pour l'accabler. La seule victime, et il a dit, c'est Mme Angèle. La réalité, c'est que les conséquences de l'acte de son fils ont eu des conséquences évidentes pour Mme Angèle, mais la seconde victime, finalement, c'est toute la famille Bouchaïb. Nous, je vais vous dire, quand on a vu ça, je vous jure, moi, quand j'avais reçu René, on était persuadés, et Angèle, c'est un miracle que vous soyez encore là. Je ne suis pas rancunière, ça ne m'a pas... Non, mais c'est pas rancunière, de toute façon. René, je sais que vous étiez... Si au fils du monsieur, ça lui a servi de leçon, que là, maintenant, quand même, il part un peu dans le droit chemin, pas comme son collègue, là, qui truc. Ça va, quoi, on pardonne, ça va, elle est là. Mais s'il fait pareil que son petit ami, là, voilà, quoi, il y a un problème, quoi. C'est le cas, René, c'est le cas. Il en est où, là? C'est parce que qu'est-ce qu'il faisait l'autre à 2h du matin? Les parents, ils sont où là? Ils sont où les parents? Est-ce qu'ils se fréquentent toujours? On dit qu'il ne faut pas condamner les parents, mais attends, là, il y a quand même une part de truc qui est... Est-ce qu'ils se fréquentent toujours? Non. Ils n'ont pas le droit déjà. D'accord, ils n'ont pas le droit d'ailleurs de se fréquenter. Mais c'est vrai que l'un des coupables a été interpellé là. Il y a... Encore mineur, il revient et il deal à 2h30 du matin cocaïne ou cannabis, plus que consommation personnelle. Ça, c'est extrêmement choquant. Au moins, dans ces cas-là, ils avaient manqué d'empathie au tribunal. C'est pour ça qu'il y avait eu la lettre. On se souvient très bien, les enquêteurs avaient relevé leur froideur à ces trois-là. Ils disaient, ils manquent d'empathie. Au moins qu'après, ça rentre dans leur tête, qu'ils arrêtent, mais que l'un d'entre eux soit arrêté en train de dealer, moi, je suis extrêmement choqué, quoi.